Dans cette édition, nous irons au palais présidentiel où s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara au nombre des décisions prises, la libéralisation de l'espace audiovisuel qui démarre cette année. Coopération bilatérale, lutte contre le terrorisme, ce sont autant de sujets évoqués entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et le Premier ministre français, Manuel Valls, en France. La campagne du Cajou 2016 dans la région du Hambol est menacée par les feux de brousse. Plus d'une centaine d'hectares sont partis en fumée à Niakara, Katiola et Dabakala. Le feu a même tué une personne. Le secrétaire général des Nations Unies en visite au Burundi et en RDC, Ban Ki-moon en provenance de Goma, est arrivé à Kikanga où il a visité pendant quelques heures le camp des déplacés de Mongoto. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal de RT1 pour vous informer. Nous partons tout de suite au palais présidentiel où s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara au nombre des décisions prises, la libéralisation de l'espace audiovisuel qui démarre cette année. Les premiers appels d'offres seront bientôt lancés. Par ailleurs, dans le domaine agricole, le gouvernement envisage de créer le label Côte d'Ivoire dans le secteur du cacao. Le reportage d'Awatouri. Le chocolat fabriqué à partir du cacao produit en Côte d'Ivoire va désormais se vendre sous le label Chocolat Ivoire. Le gouvernement s'engage ainsi pour la valorisation du cacao ivoirien. Nous avons mis en œuvre ce label en permettant à tous les produits dérivés effectivement du chocolat Côte d'Ivoire d'être labellisés, de porter le label Origine Côte d'Ivoire. Et ce label se présente sous la forme d'une marque collective, communautaire, qui sera portée par l'État de Côte d'Ivoire et représentée par le Conseil du café cacao et par le syndicat du chocolat de France. Et ce label Chocolat Ivoire sera apposé par les chocolatiers aussi bien industriels qu'artisanaux sur leurs denrées alimentaires fabriquées à partir du cacao ivoirien, notamment dans les États membres de l'Union européenne. Et ce label permettra d'assurer un revenu additionnel aux producteurs qui seront engagés dans la sélection du cacao et au-delà de soutenir la filière de production du cacao ainsi que les organes de recherche de Côte d'Ivoire. Autre décision importante de ce Conseil des ministres, la libéralisation de l'espace télévisuel en Côte d'Ivoire. Cette ouverture de l'espace télévisuel entre dans sa phase active avec le lancement en mai 2016 de l'appel d'offres. Toutes les mutations technologiques inhérentes au secteur lié à la transition vers la télévision numérique, qui avaient eu pour effet de retarder le processus, comme nous l'avions annoncé en son temps, ne constituent plus aujourd'hui un frein à la mise en œuvre de certaines étapes du programme de la libéralisation télévisuelle, notamment l'autorisation des éditeurs de programmes et opérateurs multiplex. Et cette libéralisation se fera évidemment conformément aux normes techniques qui ont été adoptées par l'UEMOA et la CEDEAO. Une nouvelle procédure de financement des compétitions sportives internationales a été par ailleurs adoptée par le gouvernement. Dans le cadre de la participation de nos équipes nationales et clubs aux compétitions sportives internationales, le Conseil a donc adopté une nouvelle procédure de financement, et cela en vue d'assurer la célérité de la disponibilité des moyens financiers nécessaires à la prise en charge des frais de participation. Cette mesure charge l'administration financière de la mise à disposition du budget global des compétitions, et cela dès le début de l'exercice budgétaire de l'année en cours, sur la base d'une communication unique soumise en Conseil des ministres. Et de ce fait, pour l'année 2016, le Conseil a donc donné son accord à la mise à disposition du budget global des compétitions internationales d'un montant de 6 milliards de francs CFA. Il s'agit de permettre d'une part aux fédérations de mieux s'organiser en vue de préparer les compétitions dans de bonnes et très bonnes conditions et d'y participer, et d'autre part à l'administration financière d'assurer un meilleur suivi du financement des compétitions internationales.
Au titre de l'exécution du budget, les ressources mobilisées à fin 2015 s'élèvent à 5 286 milliards de francs CFA pour un objectif de 5 278 milliards, soit un taux de réalisation de 100,2%. Notons par ailleurs le don d'un montant de 590 millions de francs CFA fait à la Côte d'Ivoire par la Banque africaine de développement dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire. Et sur place au palais présidentiel, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouédraogo, en fin de mandat, est venu faire ses adieux au président ivoirien, par ailleurs ancien président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Désiré Kadri Ouédraogo entame ainsi sa tournée dans la sous-région ouest-africaine. On retrouve Ouattara. Le président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est venu prendre congé du président de la République Alassane Ouattara au terme des 4 années passées à la tête de l'organisation sous-régionale. Occasion aussi pour lui d'exprimer sa gratitude au chef de l'État pour son soutien et surtout saluer son leadership dans l'espace CEDEAO. Je suis venu pour lui dire toute ma gratitude pour le soutien dont j'ai bénéficié de sa part, mais également lui exprimer la reconnaissance de toutes les institutions de notre communauté pour les grandes avancées qu'il a permis à la CEDEAO d'accomplir durant son mandat. Nous n'oublions pas les importantes crises, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée-Bissau, qu'il nous a aidés à surmonter, mais également les étapes franchies dans l'approfondissement de notre processus d'intégration. L'adoption du tarif extérieur commun qui fait de la CEDEAO une union douanière, l'accomplissement des négociations des APE avec notre partenaire de l'Union européenne et également les réformes institutionnelles importantes qui ont été engagées sous son mandat et qui permettront dans 18 mois à la CEDEAO d'avoir accompli donc un rajeunissement total de toute sa structure et de sa gestion et donc la mettre en position de marche pour participer à l'approfondissement de l'intégration dans la région sous le leadership de nos chefs d'État et de gouvernement. Le président Alassane Ouattara a pour sa part souligné l'importante contribution de Kadri Ouédraogo dans la consolidation de la CEDEAO. Le président Kadri a été un homme d'État exceptionnel pour la sous-région. Je voudrais en témoigner puisque j'ai été président de la conférence pendant 2 années, alors que nous avions des graves crises au Mali et en Guinée-Bissau. Et grâce à sa présence, à son travail, à son dévouement, à son efficacité, nous avons pu surmonter dans l'intérêt des populations de la sous-région les crises. Monsieur le Président, nous sommes très reconnaissants pour votre importante contribution. Et je pense que la CEDEAO vous doit beaucoup. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire a décidé de vous décorer dans notre ordre national. Désiré Kadri Ouédraogo a pris fonction le 1er mars 2012. Il a succédé au Ghanéen James Victor Gbéo. La Banque islamique de développement réaffirme son soutien à la Côte d'Ivoire pour la réalisation de projets de développement. Le directeur régional de cette banque a été reçu hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La Banque islamique de développement va apporter sa contribution dans la mise en œuvre du Programme national de développement PND 2016-2020. Le reportage de Mamadou Kwasi. Au centre de cette rencontre, l'appui de la Banque islamique de développement à la Côte d'Ivoire dans la réalisation du PND, Plan national de développement 2016-2020. Le directeur régional de la BID est venu réaffirmer au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan l'engagement de son institution à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique de développement. L'envoyé de la Banque islamique de développement a confirmé la présence de sa structure en mai prochain à Paris à la réunion du groupe consultatif pour le financement du deuxième PND, évalué à plus de 30 000 milliards de francs CFA. Nous venons de saluer les efforts du gouvernement ivoirien pour le développement, avec des taux de croissance très élevés de 9%. Il y aura une réunion de groupe consultatif qui sera organisée probablement
au mois de mai, donc pour essayer de mobiliser des ressources pour soutenir le PND. Donc la BID est disposée à participer à cette réunion et apporter son soutien en termes de financement pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est en 2003 que la Côte d'Ivoire devient membre de la Banque islamique de développement. À ce titre, elle a bénéficié de plusieurs projets dans les secteurs du transport, de l'énergie et de l'agriculture. Des investissements estimés à plus de 530 milliards de francs CFA, surtout dans le premier PND 2012-2015. Coopération bilatérale, lutte contre le terrorisme, ce sont autant de sujets évoqués entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et le Premier ministre français Manuel Valls. Le ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, je rappelle, est en visite de travail en France où il multiplie les rencontres avec les autorités françaises. On fait le point avec Abou Sanogo. Hôtel Matignon, dans le 7e arrondissement de Paris. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, après sa rencontre avec Bernard Cazeneuve, reçu dans le cadre d'une visite de travail par le Premier ministre français Manuel Valls. Une rencontre en tête-à-tête pour échanger sur les questions de la sécurité, notamment la lutte contre l'insécurité et la menace terroriste en Côte d'Ivoire en particulier et dans la sous-région ouest-africaine en général, ainsi que le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Nous avons traité les questions de prévention du terrorisme. Il nous a encouragés, il nous a annoncé bientôt aussi son idée de revenir en Côte d'Ivoire avec une délégation importante d'autorités françaises et d'hommes d'affaires français pour redynamiser les relations commerciales, économiques et politiques que nous avons de grande tradition. Manuel Valls a dit l'engagement de la France à aider la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Cette visite de travail va redynamiser les relations commerciales, économiques et sécuritaires entre la France et la Côte d'Ivoire. La capitale économique ivoirienne s'apprête à accueillir le président turc Recep Tayyip Erdogan. Arrive à Abidjan pour une visite officielle le 28 février prochain. Et cette visite fait suite à celle effectuée en Turquie en mars dernier par le président Ouattara. L'arrivée en Côte d'Ivoire du président turc vise à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Mamadou Traoré et Sylvie Touré se sont penchés sur les enjeux de cette visite du président turc à Abidjan. Esra Demir est en poste à Abidjan depuis juillet 2014. C'est de la baie vitrée de son bureau qu'elle contemple tous les jours la lagune ébriée. C'est également du même endroit que l'ambassadeur de la Turquie, près la République de Côte d'Ivoire, suit les travaux d'aménagement de la baie de Cocody, symbole selon elle d'un pays en pleine métamorphose. Un pays dont Esra Demir a fini par tomber amoureuse. C'est un pays magnifique et qui change à une vitesse V. Je pense que dans quelques années, on ne connaîtra vraiment pas le pays. Deuxième diplomate turc à exercer en Côte d'Ivoire, Esra Demir a vu les relations entre les deux pays s'intensifier ces dernières années, comme en témoigne la visite officielle du président Alassane Ouattara en Turquie fin mars 2015 et celle qu'effectuera le président turc à Abidjan les 28 et 29 février prochains, un tournant majeur dans les relations ivoiro-turques. Nous avons une politique d'ouverture en 2008 vers l'Afrique. Maintenant, on est en phase de consolider notre relation de partenariat. Et dans ce sens-là, la Côte d'Ivoire est un pays très important et on se ressemble avec une population jeune dans tous les deux pays et très dynamique. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Je pense que ces visites-là renforcent beaucoup ces possibilités. Au début des années 2000, la Turquie ne comptait qu'une dizaine de ressortissants en Côte d'Ivoire. À ce jour, elle en compte environ 500. Quant aux Ivoiriens, ils sont de plus en plus nombreux à demander des visas pour la Turquie, soit pour des études ou encore pour des affaires. Après l'état-major général des FRC et le commandement de la gendarmerie nationale, le ministre chargé de la Défense met le cap sur l'ancien camp militaire d'Akouedo et la base aérienne d'Abidjan. Il a échangé avec les hommes en tenue et a pris l'engagement de renforcer leur capacité opérationnelle. Les explications d'Abou Sanogo.
Le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï, au commandement des forces terrestres, César Kouedo en 5 ans et à la base aérienne d'Abidjan. À l'ancien camp militaire d'Akouedo, Alain Richard Donvaï, en présence du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko et du commandant des forces terrestres, le général de brigade Gaoussou Soumaoro, a pris l'engagement d'accroître les capacités opérationnelles des forces terrestres afin de les rendre plus efficaces dans leur mission régalienne. Le général Gaoussou Soumaoro a dit sa joie de recevoir le ministre Alain Richard Donvaï, puis a souligné la disponibilité des forces terrestres à l'accompagner dans sa mission. Les forces terrestres garantissent leur entière disponibilité à concrétiser votre volonté de nous faire entrer définitivement dans l'ère de la normalisation et du professionnalisme. Je vous exhorte à vous inscrire résolument dans cette vision qui s'articule autour d'une armée professionnelle, crédible, dissuasive, respectable et respectée, apte à défendre les intérêts vitaux de la nation et orientée en temps de paix vers l'amélioration du bien-être du peuple. À la base aérienne d'Abidjan à Port-Boué, le ministre chargé de la Défense a réaffirmé sa volonté de renforcer les besoins en équipement de la base aérienne selon ses capacités. Notons que dès sa prise de fonction, le ministre chargé de la Défense a visité l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le grand commandement des forces républicaines de Côte d'Ivoire et le commandement supérieur de la gendarmerie nationale. On s'intéresse à une autre rencontre, cette fois-ci avec les têtes couronnées. La chefferie Gouro et la chefferie de Gaumont ont échangé avec le président de l'UDPCI, par ailleurs ministre des Affaires étrangères, Mabrit Ouakeus. Avec la chefferie Gouro, il a été question de la création d'une chambre des mandés. Les têtes couronnées de Gaumont ont parlé de développement au profit du département de Sikensi. Thomas Kessambi. C'est un leader politique, mais surtout un frère d'une même grande région et d'une alliance multiséculaire que Albert Mabrit Ouakeus reçoit la chefferie Gouro, conduite par Sa Majesté Zagouta Bikale, président de la coordination des chefs de la Maraoué. En recevant des mots de gratitude accompagnés de présents de ses hôtes pour des actions menées dans la Maraoué, le président de l'UDPCI s'est voulu très rassembleur dans son adresse. Un rassemblement qui devrait passer par la mise en place d'une chambre de la chefferie mandée. Toute chose qui favorise la cohésion sociale veut cher au président de la République, Alassane Ouattara. Tout juste après cette rencontre, c'était au tour de la chefferie de Gaumont, département de Sikensi, qui vient dire un grand merci avec la manière qu'ici au pays Abidji au ministre Albert Mabrit Ouakeus, pour avoir contribué significativement au succès de la fête d'Ipri, identité du peuple Abidji, en 2015, et pour avoir aussi œuvré auprès du président de la République pour la réhabilitation du collège de Gaumont et l'octroi d'une ambulance médicalisée. En saluant l'acte et la démarche, le nouveau ministre des Affaires étrangères a promis rester à la disposition de Gaumont, tout comme à la disposition de tous ses concitoyens pour le bonheur du pays. La Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire vient de mettre en place un projet pour la vulgarisation des droits fonciers ruraux dans les régions du Guémont et du Cavali. L'objectif de la CNDHCI, promouvoir la cohésion sociale à travers le foncier. Salimatou Dia, Sidonie Davila nous explique tout cela. Comment régulariser la situation du foncier rural en Côte d'Ivoire? Comment contribuer à la jouissance des droits fonciers des populations ivoiriennes? Voilà, entre autres, les points qui ont été abordés au cours d'une table ronde d'échange organisée par la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et ce après prospection, formation et sensibilisation sur le foncier rural dans les régions du Guémont et du Cavali. Nous avons initié cette rencontre bilan pour faire le point d'abord de ce que nous avons fait en matière d'exécution de la loi relative au domaine foncier rural, mais aussi surtout proposer une plateforme d'arguments. C'est un domaine sensible. Nous pensons avoir réussi à mettre ensemble toutes ces personnalités, tous ces sachants, pour que les propositions qui seront faites aident à renforcer la cohésion sociale.
Encourager les populations à se faire établir les certificats fonciers, simplifier la procédure et le coût de délivrance des actes ou encore renforcer les capacités des comités villageois de gestion du foncier rural, ce sont quelques solutions préconisées pour éviter les conflits fonciers. La mise en œuvre de la loi permet de clarifier tous les droits qui sont exercés sur la terre. C'est vrai que c'est une tâche difficile lorsqu'il y a des conflits, mais justement lorsqu'on a fini de régler ces problèmes, la paix revient et elle revient de façon durable. À ce jour, ce sont 1730 certificats fonciers qui ont été délivrés, dont 159 à des femmes. Un réaménagement de la loi portant sur le foncier rural devra être soumis à l'Assemblée nationale en avril 2016. La ACA veut doter la Côte d'Ivoire d'un système crédible de mesures d'audience des médias. La Haute Autorité de la communication audiovisuelle vient donc de tenir une rencontre avec des experts de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Ils réfléchissent à la mise en place de cet outil de mesures d'audience, nous explique Alexis Ouidraogo. Quel programme intéresse vraiment à la télévision et à la radio? Les réponses à cette question se trouvent dans l'audimat des médias audiovisuels. Mais pour que ces mesures soient fiables, il faut des outils efficaces. C'est l'essence de la table ronde organisée ce mercredi par la ACA. On avait 3 thématiques, l'enjeu des études d'audience, la question de méthodologie et la question du financement, qui est une question importante. Je pense qu'à l'issue des travaux, nous pouvons dire qu'il y a eu une grande satisfaction, mais c'est maintenant que le travail commence. Une initiative saluée par les agences conseil qui y voient une façon de travailler plus efficacement. Confiance, transparence, professionnalisation aussi du secteur, parce qu'une fois qu'on a la mesure de l'audience, il faut aussi savoir s'en servir. Donc ça crée des emplois. Donc c'est un cercle très vertueux, n'est-ce pas ? Puisque quand la publicité va bien, la consommation va bien et l'activité économique va bien. Mais ce sont les populations qui gagnent le plus dans un espace qui se libéralise. Ce matin, le Conseil des ministres a adopté 2 textes fixant le démarrage effectif de la libéralisation. Dans quelques jours donc, de nouveaux bouquets satellitaires devraient être autorisés. Les outils de mesure de l'audience aideront à renforcer la qualité des offres de programmes. L'objectif, c'est quand même de satisfaire les populations. Donc si les populations, de manière prolongée, indiquent qu'elles ne sont pas satisfaites par un programme, il est de notre responsabilité de remplacer ce programme par quelque chose qui plaît plus aux Ivoiriens. Je rappelle que les Ivoiriens payent tous les mois à travers leur facture d'électricité une partie, pas la totalité, mais une partie quand même non négligeable du financement de la RTI. Donc nous leur devons un service de qualité. S'agissant du financement, qui coûte cher pour ces études, le président de la ACA, Ibrahim Sissavané, se veut rassurant. Je peux vous dire que le financement ne sera pas la principale contrainte. Ce qu'il nous faut, c'est l'engagement et l'intérêt de toutes les parties prenantes. Au terme de la journée, la haute autorité se veut pragmatique. Une ligne conductrice de 3 étapes est annoncée. En premier point, mettre en place une plateforme multipartite qui facilitera la conduite du projet. Deuxièmement, rédiger un cahier de charges situant le cadre général de l'étude ainsi que sa méthodologie. Et enfin, lancer l'appel d'offres en vue de la réalisation du dit projet. Le bois, on le sait, est une richesse, mais il faut bien le préserver des feux de brousse. Malheureusement, la campagne du cajou 2016 dans la région du Hambol est menacée par les feux de brousse. Plus d'une centaine d'hectares sont partis en fumée à Niakara, Katiola et Dabakala. Le feu a même tué une personne. Adama Bakayoko de RTI Boaki. David Koné n'en revient toujours pas. Le vendredi 12 février dernier, ses 30 années de dur labeur ont été anéanties en seulement quelques heures. Son champ est situé à 10 km de Niakara, sur l'axe à Niakara-Toktia. 10 hectares d'anacate partis en fumée, soit une prévision de 7 tonnes estimée à 2 450 000 francs CFA. Il a fait les champs depuis les années 87. Il n'y a plus de moyens pour vivre. Avec 350 francs, on pourrait faire quelque chose. Donc tous les projets que nous avons mis, ça a mis ça à terre. On va tout donner à Dieu. Hein? On est puré. On va quand même se tuer à cause de ça. À Kofisioka, dans la sous-préfecture de Timbé, le feu a également fait de nombreuses victimes. Parmi elles, le jeune Koné Gislain qui vient de perdre 12 hectares de cajou. Tout est brûlé. Là même la cabane, même tout est brûlé. À cause des bœufs, des dégâts de bœufs, on n'arrive plus à cultiver l'igname, maïs, ni riz.
Donc on a laissé les champs dans la cave. Quand le moment arrive, on va faire les pare-feux, puis on laisse. Mais à chaque fois, il y a feu. On ne sait pas qui met feu. Le cas le plus grave s'est produit à Darala, sur l'axe Dabakala-Kong. Ouattara Bafetigé, frère cadet du chef de village, a trouvé la mort, piégé par un feu de brousse. Il y avait un feu de brousse dans la forêt derrière le village ici. Arrivé dans la forêt, le feu lui a encerclé. Il n'a pas eu autre solution pour pouvoir s'en sortir. Et il est grimpé dans l'arbre. Au moment où ça lui brûlait, tu voyais le feu comme un volcan. Âgé de 33 ans, Ouattara Bafetigé laisse derrière lui 2 veuves et 12 orphelins. En somme, ce sont plus de 100 hectares de plantations détruites par le feu depuis janvier dans le Hambol, de quoi inquiéter les responsables de la filière. C'est triste. L'an dernier, je n'ai pas connu une telle situation. Pourquoi brusquement? Et surtout qu'on vient d'annoncer le prix. Les paysans étaient contents. Aujourd'hui, ils sont tristes. Je crains fort que ça impacte négativement sur la production de cette année. Les causes des feux de brousse sont multiples. Depuis septembre 2012, le capitaine Ouattara Doyoumon Siaka, directeur départemental des eaux et forêts, et ses collaborateurs multiplient les campagnes de sensibilisation. 25 comités de lutte contre les feux de brousse ont été installés à cet effet. Chaque année, du mois d'octobre à mars, nous entreprenons des séances de sensibilisation pour leur montrer comment est-ce qu'on doit lutter contre le feu et comment est-ce qu'on doit faire la mise en place des pare-feux au niveau des différents champs et des habitations. Mais le feu, c'est généralement l'homme. Le seul message que nous pouvons passer, c'est véritablement que ces populations s'approprient toutes les séances de sensibilisation afin que ce fléau puisse être éradiqué dans cette zone. Pour aider les paysans à lutter contre les feux de brousse, l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, a mis sur pied une unité d'application à Kwefele, près de Katiola. C'est une exploitation de 50 hectares appartenant à un producteur de cajou qui respecte les consignes des conseillers agricoles. On a abattu d'abord les arbres pendant les premières positions et maintenant on a répliqué les bois pour faire ça en ligne, 10 mètres carrés. Quand nous avons conseillé, il y a plein qui n'ont pas voulu. Mais lui, il a accepté appliquer. En tout cas, la production sera bonne. Il a accepté de faire un parfait. Nous conseillons 10 mètres, mais lui, il en a fait près de 20. L'ANADER nous a mis là pour les bonnes pratiques agricoles. C'est pour qu'eux-mêmes gagnent, pour éviter les feux de brousse. La région du Hambol compte 417 000 habitants, dont 117 000 agriculteurs. Selon le recensement de 2014, cette région a produit l'an dernier 77 000 tonnes de noix de cajou, soit plus de 10% de la production nationale, qui elle s'élève à 702 000 tonnes. Une production record qui permet à la Côte d'Ivoire de devenir premier producteur mondial. La ministre française de l'Environnement et de l'Énergie, Ségolène Royal, nouvelle présidente de la COP21, a débuté hier sa tournée africaine par l'Égypte. Ségolène Royal visitera 5 pays dont la Côte d'Ivoire. Au menu de ce déplacement, développement des énergies renouvelables, adaptation au changement climatique et mobilisation des chefs d'État africains. La ministre française de l'Environnement espère que les 195 pays qui ont approuvé en décembre dernier l'accord de Paris pour réduire le réchauffement climatique ratifieront définitivement le test onusien le 22 avril prochain à New York. Le secrétaire général des Nations Unies en visite au Burundi et en RDC, Ban Ki-moon, qui veut mettre un terme à la crise au Burundi, a encouragé les autorités de Bujumbura à entamer un dialogue avec l'opposition. Il s'est ensuite rendu au Congo où il a visité pendant quelques heures le camp des déplacés de Mungote à Kingaga. Ce camp est menacé de fermeture par les autorités de la République démocratique du Congo. Hommes, femmes et enfants, tous ont accouru vers le point d'arrivée de leur hôte, Ban Ki-moon. Le secrétaire général des Nations Unies est venu ce mardi au camp de Mongote, dans la localité de Kinshasa, à l'est de la République démocratique du Congo, pour s'imprégner de la réalité. C'est un grand plaisir pour moi de vous rendre visite, d'être avec vous et d'écouter ce que vous avez à dire, ainsi que vos défis. Une visite à volet humanitaire avec en toile de fond la question sécuritaire. La menace de fermeture des camps de déplacés pour des raisons sécuritaires par les autorités congolaises est à l'ordre du jour. Pour Ban Ki-moon, une collaboration entre les forces armées du pays et la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, est nécessaire pour rétablir la paix. Une paix qui devra faciliter le retour des 15 000 déplacés du site de Mongote dans leurs milieux respectifs. En ce moment, vos conditions de vie sont difficiles. Mais les Nations Unies et la communauté internationale travaillent très dur pour vous soutenir.
En 2015, la RDC comptait environ 1,6 million de déplacés internes, dont 604 000 à ce jour, dans la province du Nord Kivu. Le pays est en proie à de conflits armés depuis une vingtaine d'années. Hier, la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé a rencontré le gouvernement brésilien pour faire l'état d'avancement de la maladie à virus Zika et discuter des méthodes d'éradication de la maladie. Au sortir des échanges, la directrice générale de l'OMS a attesté que la lutte contre le virus Zika sera un long chemin. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Ami Koulibaly. Moi, je vous retrouve demain à la même heure.